Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons donc conclure ce podcast que nous avons commencé la semaine dernière parlant de la rencontre, analysant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à Busan en Corée du Sud fin octobre. Donc on avait vu donc la semaine dernière qu'il s'agissait d'une rencontre entre les deux dirigeants qui marquait une semaine d'activité diplomatique intense de Donald Trump de la présidence américaine en Asie, avec participation au sommet de l'ASEAN, visite au Japon et rencontre avec la nouvelle première ministre Sanae Takaichi, et enfin donc présence au sommet de la PEC avec Xi Jinping, avec la rencontre avec Xi Jinping. Donc on avait aussi commencé à évoquer, et on va reprendre à partir de là, le fait que les liens, les relations entre les deux pays, donc les États-Unis et la Chine, sont marqués depuis le retour de Donald Trump au pouvoir par en fait toute une série de coups, toute une série d'ajustements au niveau des droits de douane. Parce que en fait, les États-Unis maintenant utilisent les droits de douane, donc à l'encontre de tous les principes évidemment du libéralisme, tous les principes de l'OMC, qui normalement les droits de douane doivent être aussi justifiés, définis et acceptés et discutés au sein donc d'une instance internationale. Donc droits de douane imposés d'une façon unilatérale. Donc normalement en plus c'est la prérogative du Congrès américain de faire ça. Donc Trump a usé d'un droit d'exception, d'un droit d'urgence pour le faire passer comme une mesure en fait présidentielle, et ça c'est aussi quelque chose qui est en train d'être évalué aux États-Unis et qui pourrait rendre ces droits de douane illégaux, qui pourrait donc les suspendre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui évidemment renforce ce qu'on a pu appeler la démondialisation, ce que je peux appeler la démondialisation, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les relations économiques, les relations politiques, les relations géopolitiques sont dans une phase descendante d'isolement croissant entre les puissances, de fragmentation des puissances, et que même les États-Unis et la Chine sont prises dans ce processus de fragmentation, dans ce processus de démondialisation. Les États-Unis à travers donc ces droits de douane imposés au reste du monde, la Chine à travers aussi sa volonté de se rendre de plus en plus, on va dire, autonome dans tous les secteurs, malgré le fait qu'en réalité, son économie, en fait, de plus en plus est basée sur les exportations qui inondent donc les marchés étrangers. Donc là, on a vraiment un antagonisme très fort entre la Chine, qui vit de l'exportation vers tous les autres pays, et les États-Unis, qui cherchent à survivre en jugulant en fait justement les imports-exports de tous les pays, en essayant de préserver une prérogative américaine. Alors donc pour revenir donc sur l'histoire assez courte de ces droits de douane, il y a eu beaucoup de changements. Alors 1er février, instauration d'un droit de douane de 10% sur les importations chinoises, sur la base que les produits à base de fentanyl fabriqués en Chine inondent les États-Unis et contribuent à la crise des opioïdes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la taxe fentanyl, décidée le 1er février. Ensuite, 3 mars, doublement des droits de douane sur le fentanyl passant de 20 à 20%. Ensuite, le 2 avril, soi-disant jour de la libération, taxe supplémentaire de 34%. Donc là, on est déjà à 54%. En 64. Ensuite, le 8 avril, suite à la taxe équivalente de 34% imposée par la Chine aux produits américains, 50% de taxes supplémentaires. On est maintenant à 84%. Et pour ce qui porte le total global à 104% de droits de douane. Enfin, le 9 avril, les taux sont relevés encore à 125%, puis à 145%. On en est là en avril. Ensuite, le taux est ramené le 12 mai, le taux est ramené de 125% à 10%. On croit que c'est fini.
puis le taux fentanyl plus la droit de douane fentanyl, la taxe fentanyl, comme on dit, de 20%. Donc, on est environ maintenant à 30%. Le 11 juin, à nouveau, ça remonte. Droit de douane fixé à 54%, 55%, en incluant la taxe de 25% déjà en vigueur depuis le premier mandat de Trump. Et là aussi, après, à un moment donné, on se perd un peu. C'est-à-dire que les 25% du premier mandat de Trump, des fois, ils sont ajoutés dans le calcul, des fois non. Enfin, le 30 octobre, donc après un entretien en personne avec Xi, Trump annonce un abaissement de la taxe sur le fentanyl de 20 à 10%, et donc on serait aujourd'hui à un total de 47%. Donc, en fait, si on prend cette rencontre à l'APEC, au niveau des droits de douane, on n'a pas vraiment quelque chose de très décisif. C'est-à-dire qu'on est passé des droits de douane à 55% à 47%. En réalité, ces 7-8% là, c'est pas du tout décisif. C'est pas vraiment ce qui va changer les flux mondiaux. En fait, plusieurs économistes estiment que à partir de 30% de tarifs de douane réciproques, les taxes aux frontières ont en fait un effet négatif sur les échanges commerciaux. C'est-à-dire qu'à partir de plus de 30%, en fait, ceci persiste à travers des niches, ceci essaye de prendre d'autres manières de se détourner, mais tendanciellement, quand on est à 30% de tarifs réciproques, on est évidemment vers une sorte de démondialisation réciproque. Et de fait, selon l'OMC, les exportations chinoises vers les États-Unis devraient chuter de 77% en 2025. En 2024, la Chine avait déjà perdu sa place de premier exportateur vers les États-Unis pour la première fois depuis 2006. Donc au bénéfice du Mexique, représentant 13,9% du total des importations américaines, soit sa plus faible part depuis 2004. Donc en fait, la guerre commerciale de Trump, en favorisant le découplage, c'est bien ça dont il s'agit, le découplage entre les deux pays, avantage plutôt la Chine, qui est moins dépendante des États-Unis pour sa croissance, puisqu'elle a pu donc continuer à exporter de plus en plus, alors même que ses exportations vers la Chine ont diminué même drastiquement, alors même que dans le même temps, les États-Unis sont dépendants de la Chine pour une ressource vitale, à savoir les terres rares. Et c'est là, évidemment, l'arme en fait de négociation que la Chine sait utiliser et qu'elle n'a pas fini d'utiliser. Il ne faut pas croire que la rencontre du 30 octobre à Busan, en Corée du Sud, va en fait conclure ça. En fait, si on voit l'accord, la seule chose que le président Trump a vraiment acquis, c'est plutôt d'avoir retardé et non pas annulé l'élargissement par la Chine de cette taxe. Alors, de ce contrôle aux exports. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc, le 9 octobre 2025, la Chine a décidé de renforcer et d'élargir ses contrôles à l'exportation sur les éléments des terres rares. Donc, ceux-ci, l'holmium, l'herbium, le thulium, l'europium et l'iterbium, qui étaient déjà à l'œuvre depuis avril 2025, pour ce qui concerne 7 terres rares: le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, le lutécium, le scandium et l'yttrium. Donc il y a déjà un contrôle des terres rares au niveau de 7 d'entre elles depuis avril, ce qui a aussi précipité la guerre commerciale. Le 9 octobre, la Chine a décidé d'élargir encore ce contrôle en incluant des nouvelles terres rares et avec de nouvelles exigences au niveau du contrôle, au niveau des exportations. Et donc ça a été pour le moment, ça a été non pas annulé, mais plutôt retardé. La Chine a aussi promis, à travers cette rencontre, d'acheter 25 millions de tonnes de soja par an au cours des 3 prochaines années. Donc Trump est revenu aux États-Unis, il a dit ça y est, la Chine va acheter le soja américain, parce que donc évidemment c'est très important pour les fermiers américains de vendre ce soja, puisque la Chine est un grand demandeur. Mais le problème, c'est qu'en fait, la Chine a fait exactement la même promesse au même président, à Trump, en 2020, et en fait, elle n'a jamais fait. Et en fait, c'est vrai qu'on peut se demander, du point de vue de la Chine, quel est l'avantage d'acheter du soja américain quand elle peut acheter du soja à un pays qui est moins hostile et qui est partenaire sur beaucoup de niveaux, à savoir le Brésil, qui a remplacé les États-Unis comme le premier exportateur de soja vers la Chine. Évidemment,
tous ces bémols qu'on peut apporter. Donc il s'agit, donc au niveau de la taxe douanière, il n'y a pas eu de progrès décisif, et de fait, les relations commerciales entre les deux pays sont dans une tendance de déclin. Il y a un découplage commercial entre les deux pays qui est évident, qui participe à la démondialisation du monde, donc le contrôle sur les terres rares, le contrôle renforcé et élargi sur les terres rares a été pour le moment suspendu, mais la Chine a toujours cette puissance-là, cette pièce-là, cet atout-là dans son jeu, et face auquel les États-Unis semblent pour l'instant relativement démunis. Donc ces promesses d'achat, notamment au soja, sont des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, comme on dit. Donc évidemment, ça peut empêcher Trump de décrire le succès de la rencontre comme valant une note de 12 comme valant 12 sur une échelle de 0 à 10. Donc il a 12 sur 10. Évidemment, c'est Trump, puisqu'on sait que la dithyrambe égotique et les mathématiques ne font pas bon ménage. Aussi, en fait, du côté chinois, on a aussi un satisfecit qui est donné par le gouvernement chinois. Et voilà donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères chinois à l'issue de la rencontre. Donc nous sommes tous les deux à la barre des relations sino-américaines, donc c'est Xi Jinping qui parlerait. Face aux difficultés et aux défis, nous devons maintenir le cap, naviguer dans ce contexte complexe et assurer la progression stable du navire que constituent les relations sino-américaines. Alors c'est intéressant là parce que en fait on a aussi une référence à quelque chose implicite, à quelque chose que Donald Trump va évoquer plus tard, après la rencontre, les semaines qui suivent, c'est cette idée, ce ressurgissement de l'idée qui avait été évoquée par Obama du G2, qui est évidemment une idée extrêmement préoccupante pour l'Europe et pour le reste du monde, donc d'un monde qui se réglerait en fait à deux. En réalité, malgré ces propos conciliants de la Chine, est-ce qu'on a vraiment obtenu quelque chose lors de cette rencontre? Alors déjà, il faut savoir que normalement, elle devait durer 1h40, elle devait durer 4 heures, elle a duré juste 1h40. On a évité aussi de parler des vrais sujets qui fâchent, Taïwan, la Russie, Nvidia. Et aujourd'hui, évidemment, les rapports, les tensions entre les deux pays sont structurelles, et on va voir comment ça évolue, notamment au niveau des terres rares. Mais on est vraiment dans un rapport de force qui structure le monde qui va structurer le monde pendant encore plusieurs années. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.